Clément, vous êtes directeur marketing chez Antoine Mouex et je sais qu'au cours des dernières années, vous avez fait beaucoup d'actions vertueuses pour réduire l'empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'historique et l'évolution de vos actions? Bien sûr. Donc, quand nous sommes arrivés en 2019 sur le négoce Antoine Mouex, à Bordeaux, on était sur un négoce qui était vraiment à l'ancienne, un peu vieillissante. Et on a une nouvelle équipe de direction qui est arrivée pour remettre le développement durable et la RSE au centre de nos préoccupations et créer un véritable projet d'entreprise autour de cette thématique. Donc on a mis en place un large plan d'évolution durable avec chaque département, chaque service de l'entreprise qui avait un chantier structurant à mettre en place. Donc par exemple à la logistique, ils ont mis en place des transports qui fonctionnent avec du bioéthanol à base de marc de raisin. À la finance, ils ont dématérialisé toutes les factures. Et nous, au marketing, notre projet structurant, c'était l'éco-conception, la mise en place de l'éco-conception du packaging de nos produits vins. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez me parler de ces actions vertueuses que vous avez mises en place? La première chose qu'on a faite pour attaquer le sujet de l'éco-conception, c'est de réaliser une ACV. Au niveau du packaging de nos produits, on n'a pas seulement mesuré l'impact du carbone de nos produits, on a réalisé une véritable analyse du cycle de vie avec une école d'ingénieurs qui s'appelle Supagro à Montpellier et qui nous a permis de tracer tout l'impact environnemental selon différents critères, donc aussi bien carbone qu'appauvrissement du milieu, émissions de radiation, du conditionnement de nos produits sur notre site. Et par conditionnement, de la production, et je parle bien uniquement de la production des bouteilles, c'est-à-dire à partir du moment où le vin arrive dans notre site d'embouteillage jusqu'au transport, avec le transport exclu. Et en fait, on a découvert de ces résultats que 74% de l'impact carbone était lié au poids de la bouteille. C'est énorme, parce qu'on utilise souvent 40% de l'empreinte carbone, que le conditionnement, en fait, représente en moyenne 40% de l'empreinte carbone d'une bouteille, mais là, vous me parlez de 74%, c'est beaucoup plus élevé. Oui, c'est parce que dans les 40%, on compte aussi le transport. Donc là, moi, je suis juste sur un périmètre fermé, sans transport, et c'est sur ce périmètre, notre champ d'action, l'impact du verre et du conditionnement est encore plus important. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place, des actions concrètes? On a plein de différentes bouteilles ici qu'on voit. Donc, pouvez-vous nous montrer un peu ce que vous avez fait? Eh bien, sur les bouteilles, on est assez rapidement arrivé à la conclusion qu'on a deux axes principaux d'évolution. Le premier, c'est le poids de la bouteille. Donc, passer d'une bouteille moyenne de 500 grammes à 400 grammes, ça économise à peu près 80 grammes de CO2. Donc à l'échelle d'une société comme la nôtre qui peut faire jusqu'à 10 millions de bouteilles, baisser le poids des bouteilles de 100 grammes, ça fait économiser 800 tonnes de CO2 par an. Et donc là, par exemple, j'ai ramené une bouteille qui fait 800 grammes, qu'on peut utiliser sur certains marchés comme la Chine, et une bouteille de 400 grammes. Donc vous imaginez 400 grammes de différence sur le poids des bouteilles, c'est absolument énorme en termes d'économie. Et le deuxième axe, c'est passer avec plus de matières recyclées, c'est-à-dire privilégier les bouteilles de couleur verte, et moins les bouteilles de couleur blanche, puisque les bouteilles blanches n'ont pas de matière recyclée dans leurs composants, contre les bouteilles vertes qui ont beaucoup de matière recyclée. Et donc ça aussi, forcément, donc on augmente le cycle de vie, on recycle, et donc on dégage moins de carbone. Et je crois que vous faites aussi du vrac, donc transport en flexi-tank, embouteillage sur place. Est-ce que ça représente quand même une grosse partie de ce que vous faites? Alors c'est très peu, c'est-à-dire l'exportation en flexi-tank. Oui. On en fait encore très peu. C'est des choses qui tendent à se développer, mais forcément c'est très mauvais pour notre activité puisque aujourd'hui on emploie des salariés dans un bassin d'emploi, on fait vivre toute une économie et tout un territoire. Du coup on aime autant garder l'embouteillage chez nous sur place, bien que effectivement en termes de transport, envoyer directement le flexi-tank dans les pays serait moins gourmand en carbone. Et lorsqu'il s'agit des étiquettes et des capsules, est-ce que vous avez fait un changement à ce niveau-là également? Alors pour les étiquettes et les capsules, c'est à peu près le même cheminement que pour les bouteilles. On a fait différentes analyses avec notre département de développement durable et on s'est rendu compte que les bouchons naturels étaient plus vertueux pour l'environnement, ainsi que les bouteilles en plastique issu biosourcé, donc le plastique issu notamment des fibres de canne à sucre. Donc c'est plutôt bien pour l'impact carbone, mais plutôt mauvais pour la déforestation, puisque souvent la canne à sucre vient du Brésil et est plantée sur des terrains qui étaient avant des forêts. Du coup, on s'est rendu compte vraiment que l'éco-conception, c'est vraiment une histoire de nuances de gris.
C'est pas tout est blanc ou tout est noir. Ouais. On est souvent sur un fil et on choisit notre cause. Donc parfois, quand on veut réduire notre impact carbone, on appauvrit la ressource en eau. Ou parfois, on se retrouve avec plus d'émissions de radiation ionisante, donc plus d'énergie nucléaire, surtout en France, pour réduire le CO2. C'est vraiment tout ça qu'il faut qu'on pèse. Donc ça, c'est pour les bouchons. Et pour les capsules, c'est assez simple, hein, la meilleure solution. Le principe de base de l'éco-conception, c'est moins on met de matière, mieux c'est. Donc la capsule, la meilleure solution, ce serait de la supprimer. Et en fait, la capsule, ça, c'est quand on peut, parce qu'on sait qu'il y a des marchés qui refusent qu'on enlève la capsule à l'export. Donc, quand on a l'option de le faire, bien, enlever la capsule est bien sûr un avantage. Et au final, c'est quoi votre option préférée avec tous ces dilemmes pour le bouchon? Donc nous, pour le bouchon, on a opté pour un bouchon naturel qui est fait au Portugal, donc relativement proche de Bordeaux, donc des bouchons en liège naturel, les choses les plus simples possibles. On a arrêté tout ce qui est colmaté avec de la colle d'origine diverses et variées. On a arrêté complètement le plastique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la perception du consommateur? Parce que vous avez beaucoup d'ambition, vous avez des actions vertueuses qui sont importantes dans un contexte de changement climatique, qui sont urgentes à mettre en place. Mais parfois, le consommateur ne suit pas toujours. On a encore ces idées préconçues. Alors, comment vous faites pour aller au-delà de ça? Aujourd'hui, c'est le frein principal au développement et à la généralisation de l'éco-conception dans le vin, c'est la perception du consommateur qui a encore des idées préconçues de si la bouteille est lourde, c'est que le vin est bon, s'il n'y a pas de capsule, c'est un défaut, ou si on fusionne, par exemple, comme je l'ai fait ici, l'étiquette et la contre-étiquette, ça veut dire que c'est un vin qui est moyen. Donc il y a beaucoup d'idées préconçues. Et le seul moyen qu'on ait pour faire avancer l'éco-conception, c'est que le consommateur le perçoive, se dise ce produit est éco-conçu, a un bon bilan carbone. Donc ça passera par des certifications et par de la sensibilisation. Et cette sensibilisation, aujourd'hui, c'est principalement aux interprofessions, aux syndicats et au gouvernement de le faire. Oui. Comme c'est très bien fait dans certains pays. Je pense notamment aux pays à monopole, qui sont en général précurseurs là-dessus, quand d'autres pays, dont la France, ou encore pire la Chine, n'ont pas encore pris le problème en main et n'ont pas encore mesuré la gravité du sujet. Je sais que vous avez mis en place beaucoup d'autres actions vertueuses au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en partager quelques-unes? Bien sûr, et comme je vous disais, en fait, on a fait un plan qui était avec des chantiers structurants dans chacun des départements, mais on avait aussi des petites actions, des petits quick wins, comme on dit, pour chacun des départements. Donc, par exemple, on a mis en place le tri sélectif d'absolument 100% de nos déchets. On a mis en place un potager partagé. Pendant le Covid, on a récupéré nos masques sanitaires et on les a envoyés à une association qui les recycle et en fait des t-shirts, par exemple. Donc on peut aussi voir que le développement durable et la RSE, ce n'est pas forcément des choses qui sont rébarbatives ou très compliquées. Ça peut être plein de petites choses au quotidien, les petites rivières qui font les grands fleuves pour faire mieux demain. Oui, parce que vous disiez qu'en Chine, la première chose qu'ils demandent lorsque vous exportez du vin, c'est pas la qualité du vin, mais si la bouteille est lourde ou légère. Exactement. C'est souvent le premier critère qu'on nous demande avant même l'envoi d'échantillons de qualité, c'est est-ce qu'on peut avoir ce produit dans une bouteille lourde? Donc, on est privilégié dans un endroit comme le Canada où on a des monopoles comme la SAQ, comme le LCBO, qui reconnaissent l'empreinte carbone d'un conditionnement puis privilégient aussi ces types de conditionnement. Je pense que l'idée d'avoir un acheteur lié à un État responsabilise grandement la consommation, aussi bien la consommation d'alcool qui est un sujet, que aussi la consommation responsable et le développement durable. Et je pense qu'effectivement, vous êtes très en avance au Canada là-dessus et on ne peut que s'en féliciter. Clément, je voulais vous remercier d'avoir le courage de faire ces changements au sein d'une entreprise aussi importante que la vôtre. J'espère que ça va inspirer d'autres entreprises à faire la même chose. Et j'espère que le consommateur va suivre. Ça prend beaucoup de courage. De mon côté, je vous promets que je vais vous aider à partager cette information qui est aussi importante pour que les consommateurs suivent cette démarche aussi vertueuse. Merci. Mais de rien. Pour nous, c'est aussi un engagement profond et normal et naturel pour les générations et pour responsabiliser cette filière. On a encore pas mal de travail à faire.